difficile de parler de la guerre actuelle dans les Kivu, au pluriel, en très peu de mots, mais bon, c'est une guerre qui trouve ses origines finalement dans l'absence totale de gouvernance euh, dans cette région-là. Ça veut dire que le pays est tellement grand que l'État congolais n'arrive pas à contrôler son territoire. Ça, c'est un. Il y a la présence, évidemment, avérée de centaines, je dis bien de centaines, il y a au moins 200 aujourd'hui mouvements armés. Et il y en a d'autres qui se créent tous les jours. De surcroît, il y a sur ce problème de gouvernance que connaît le Congo depuis un peu plus de 30 ans, on retrouve le fait que l'idéologie génocidaire venue du Rwanda en 1994 a opéré une forme de hold-up, un vrai hold-up, donc a pris vraiment le pays en main. Sur les dirigeants, mais sur les populations, mais sur aussi les petits diffuseurs de discours de haine, l'idéologie du FDLR, qui est l'ancien finalement groupe qui avait commis, ou les restes du groupe qui avait commis le génocide au Rwanda, mais qui maintenant a fait des enfants, c'est plus ou moins reproduit physiquement, biologiquement, mais aussi en termes de groupe armé, c'est reproduit de manière assez large dans le Kivu, a ramené l'idéologie d'extermination ou la volonté de chasser les Tutsis de toute la région. En s'appuyant sur différentes théories de conspiration qui sont des théories où on peut parler de l'idéologie amitique ou alors des vieilles théories migratoires inventées par les colons belges, si pas ceux d'avant, les premiers explorateurs qui prétendaient que les Tutsis n'étaient pas originaires de là. Ces théories ont conduit au génocide contre les Tutsis au Rwanda. Elles ont nourri tous les conflits qui se sont passés au Burundi, par exemple, depuis les années 70 jusque très tard, jusque même en 2015, il n'y a pas longtemps, mais nourrissent aussi aujourd'hui, sont amplifiées ou démultipliées de manière exponentielle par l'arrivée des médias sociaux. Ces théories réapparaissent, mais aussi sont convoquées par l'autorité politique. Donc l'utilisation de termes comme infiltré, l'utilisation de termes d'étrangers, l'utilisation de termes comme agression, l'utilisation de termes comme invasion rapporte ou ramène à l'idéologie amitique de l'idée que les gens ne sont pas chez eux. Cette idée a été utilisée en 90 quand les réfugiés rwandais demandaient à rentrer. C'est l'ancien FPR ou le FPR actuel, si vous voulez, qui était qualifié d'Ougandais, donc étranger. C'était une agression ougandaise. Aujourd'hui, le M23 est considéré comme une agression rwandaise. Les manifestations, par exemple, de Bujumbura en 2015, étaient téléguidées du Rwanda. Donc, comme si des populations locales qui revendiquent juste un minimum de sécurité et le droit de vivre sur les terres où elles sont nées, étaient qualifiées d'étrangères. Mais on retrouve, c'est les mêmes phénomènes qu'on retrouve aussi dans les partis politiques en panne de projet en Europe, où à chaque fois que les choses ne vont pas bien, vont qualifier le migrant ou l'étranger ou l'arabe ou le musulman ou même à l'époque de la guerre mondiale, les juifs, d'être la source de tous les problèmes. Donc, on est face au même phénomène, donc une convocation d'une théorie de conspiration qui nourrit un discours de haine et qui passe de l'alimentation d'une psychose de discours de haine à un passage à l'acte criminel qui devient, dans certaines régions, qui a des allures de crimes de guerre ou de crimes de génocide parfois, ou une volonté carrément d'extermination d'une catégorie de la population. Aujourd'hui, ce qui est fascinant, ce qui est inquiétant, principalement, c'est que les organes chargés, donc les organes internationaux, et là j'insiste et j'assume mes propos, les organes internationaux des droits humains, les organes internationaux, donc les Nations Unies et toutes les organisations, ont réussi à séparer l'origine du problème et des conséquences. Ça veut dire qu'aucun lien n'est fait entre l'incitation à la haine et le passage à l'acte. Aujourd'hui, tout ce qui se passe trouve sa source dans les diffuseurs de discours de haine, dans la même idéologie xénophobe, discriminatoire, qui appelle à tuer une partie de la population. Le silence des organisations internationales sur cette notion-là, sur le lien direct entre les appels à la haine et les crimes commis
ou alors le fait que des groupes décident de se défendre ou de revendiquer leurs droits par la force est assourdissant. Le silence est assourdissant. Je dis bien, si vous allez voir les différentes organisations internationales qui doivent cette fois-ci défendre les droits humains ou alors les droits des populations, elles vont totalement ignorer l'existence du discours de haine ou une corrélation directe entre les appels à la haine. Si on faisait de tels appels à la haine sur des populations occidentales ou des Européens, ça ferait scandale international. Mais ce qui se passe dans la région, je dis bien au Congo, mais qui touche aussi toute la région des Grands Lacs et même l'Afrique de l'Est, puisqu'aujourd'hui, on va citer les Kenyans comme étant aussi des Nilotiques, donc avec une volonté de domination des Bantous, toutes des théories farfelues. Le silence assourdissant des analystes et de tous les gens qui se baladent dans la région prétendant défendre des droits humains fait peur. Et ça, c'est un nouveau phénomène qu'on n'avait jamais vu dans la région. On a connu, moi, dans mon militantisme au Burundi, j'ai connu des organisations des droits humains qui étaient plus ou moins équilibrées. Aujourd'hui, il y a une forme d'aveuglement ou d'un silence complice. En plus du fait que même les médias internationaux ne sont pas équilibrés. On va vous faire 10 éléments, on peut trouver en ligne 10 éléments qui parlent du même conflit en interrogeant une seule partie. Moi, je ne pense pas que la solution viendra de l'ONU, d'autant plus que les Nations Unies ou la MONUSCO vient de dire qu'elle va prendre parti. Comment expliquer que les Nations Unies vont se battre côte à côte avec le FDLR? Le doute existait déjà, qu'il y avait une tolérance ou une cohabitation pacifique avec les anciens génocidaires qui ont tué, en tout cas, les responsables du génocide contre les Tutsis et des gens qui continuent à, à le revendiquer pratiquement, ou en tout cas sur les médias sociaux. Et les Nations Unies. Les Nations Unies sont juste, pour moi, ne représentent que les 2 milliards qui sont dépensés par an, de dollars dépensés par an, et qui nourrissent finalement une catégorie de la population. D'ailleurs, pour la plupart étrangères, et des grosses sociétés qui fournissent tel ou tel service. Sinon, ce n'est pas un mécanisme de paix. Normalement, les Nations Unies pourraient résoudre le problème en un an.